Disons que la dernière année a été très difficile pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, que ce soit les microprocesseurs, les matières premières ou encore les produits du quotidien. Plusieurs industries ont eu énormément de difficultés à s'adapter à un marché dysfonctionnel. Et un des symptômes les plus évidents, les plus explicites et pourtant les moins discutés, c'est la crise du bois d'œuvre qui affecte actuellement l'Amérique du Nord de façon inédite dans l'histoire moderne. Au moment où on se parle, en un an, le prix du bois d'œuvre a augmenté d'environ 300% au Québec et jusqu'à 400% aux États-Unis. L'explosion des prix a des conséquences très sérieuses et en coûte environ 36 000 $ américains plus cher pour construire une nouvelle maison, seulement pour le bois. Dans les grandes villes, ça exacerbe la crise du logement et partout, ça oblige les gens à s'endetter encore plus pour devenir propriétaires. Et c'est pas comme si c'était sur le point de se régler. En fait, plusieurs s'attendent carrément à une pénurie pour l'été 2021, ce qui veut dire que l'Amérique du Nord va devenir une importatrice nette de bois d'œuvre, ce qui est une première depuis des années. La dernière fois que ça s'est produit, c'est au début des années 2000, quand la folie des subprimes a pris naissance aux États-Unis, créant les abus immobiliers qui ont ultimement mené à la crise financière de 2008. Donc il vaut la peine qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à ces questions, mais aussi on va essayer de comprendre les implications à long terme, les portes de sortie possibles, ainsi que le rôle de la géopolitique mondiale dans ce qui est en train de se produire. D'abord, pour bien comprendre, il faut remonter à mars 2020, quand sont introduites les premières mesures de confinement en Amérique du Nord. À ce moment-là, l'industrie du bois d'œuvre est très inquiète puisqu'on s'attend à une baisse de la demande, étant donné le ralentissement économique. Donc dès le début, les scieries se mettent à fermer massivement et celles qui restent actives ralentissent leur production. C'est une réponse naturelle. On essaie tous de s'adapter à la situation changeante. Beaucoup de chantiers sont reportés. Les détaillants vident leur inventaire et personne ne sait vraiment combien de temps la situation va durer. Donc assez rapidement, on se retrouve avec une chute drastique de la production de bois d'œuvre et plusieurs dans l'industrie se préparent au pire. Et c'est un peu comme ça que ce qui vient ensuite prend tout le monde par surprise. Au lieu de s'effondrer, la demande en bois d'œuvre explose et l'industrie est incapable de suivre le rythme. Ce que personne n'a vu venir, c'est l'augmentation énorme de la demande pour l'immobilier et la rénovation. Les raisons sont très simples. Forcés de rester à la maison, beaucoup de gens se sont lancés dans des projets de rénovation pour occuper leur journée, mais aussi pour améliorer leurs conditions. Quand on est pris dans un petit espace, on essaie de l'aménager autant que possible. Maintenant, ajoutez à ça tous les chantiers, toutes les industries qui ont été mises sur pause et qui se mettent progressivement à reprendre de l'activité. Et vous avez une tempête parfaite pour une demande absolument inédite en bois d'œuvre. Le problème, c'est que la quantité est limitée et que les scieries sont tout simplement incapables de fournir pour tout le monde en même temps. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce ne sont pas les forêts matures qui manquent en Amérique du Nord. Le goulot d'étranglement est vraiment au niveau des scieries qui transforment le bois rond en bois d'œuvre et qui ont une capacité limitée de transformation. Au moment où on se parle, elles tournent déjà à plein régime. Elles ont de la difficulté à trouver des employés et la demande continue d'augmenter. Donc il n'y a pas de miracle. Le prix du bois d'œuvre augmente. Et personne n'en profite vraiment dans l'industrie à part les scieries qui peuvent acheter la matière première au prix qu'elles veulent pour ensuite revendre le bois d'œuvre à des prix astronomiques. Les entrepreneurs en construction n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent acheter du bois. Et si c'est plus cher, et ça se reflète directement sur le prix de la maison en question. C'est pas l'entrepreneur qui s'enrichit sur le dos d'un marché dysfonctionnel. Loin de là. Ses coûts de construction sont plus élevés. Donc il fait seulement transmettre la facture. Et au moment où on se parle, plus que jamais, les gens ont de l'argent pour investir dans l'immobilier. D'abord, les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis ont imprimé de l'argent dans des proportions bibliques, dans ce qui est devenu de loin le plus grand événement de création monétaire de l'histoire de l'humanité. Les gens ont de l'argent dans leur poche et conséquemment, le marché immobilier approche de la surchauffe.
Aux États-Unis, les mises en chantier dans le secteur résidentiel atteignent des niveaux records et on ne voit aucun signe de ralentissement. Avec des taux d'intérêt historiquement bas, les gens ne regardent pas la dépense. Ils empruntent, tout simplement. Si ça coûte 50 ou 100 000 $ de plus à cause d'un marché dysfonctionnel et d'une pénurie de bois, alors tant pis, il faut ce qu'il faut. Mais évidemment, il y a une limite. Et pour plusieurs, on serait sur le point de l'atteindre. À un certain moment, les gens vont trouver que le prix des maisons et des chantiers est déraisonnable. Ils vont arrêter d'acheter. Le marché va refroidir. Et si la correction est trop importante, il pourrait avoir un impact énorme sur le reste de l'économie. Quand tout le monde a une maison payée trop cher et que personne ne veut racheter ces maisons, les prix du marché s'effondrent et on se retrouve avec un choc immobilier. Donc pour éviter que la pénurie de bois d'œuvre mène à un assèchement du marché immobilier, il faut trouver une solution. Et là, je vous entends déjà me dire « Mais Benjamin, c'est complètement absurde. Si nos scieries locales ne sont pas capables de fournir à la demande, pourquoi on ne fait pas juste importer notre bois d'œuvre d'ailleurs? » Et je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. D'abord, il faut savoir qu'en temps normal, ceux qui exportent du bois d'œuvre aux autres régions du monde, et ce sont justement le Canada et les États-Unis. Donc quand on se transforme en importateur net, ça a un impact direct et énorme sur le marché mondial. En fait, selon plusieurs experts, l'offre mondiale est tout simplement insuffisante, au moins pour le futur rapproché. Le marché européen est à peu près vide, les inventaires sont bas et la Chine essaie, elle aussi, de dénicher autant de bois que possible pour alimenter sa croissance économique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de solution rapide, que les pays producteurs ont tous un carnet de commandes bien rempli et qu'il faut s'attendre à ce que la hausse des prix soit là pour durer. En fait, les prévisions les plus optimistes estiment que le retour à la normale n'aura pas lieu avant au moins 2 ans et pour plusieurs, ça pourrait même ne jamais revenir comme avant les événements de 2020. Au cours des 10 dernières années, le prix moyen pour un millier de pieds de planche était d'environ 450 $ canadiens. Actuellement, des contrats pour la même quantité se négocient à 1400 $. Et on estime qu'à terme, dans 6 ou 12 mois, quand l'économie aura repris, les prix devraient se stabiliser autour de 850 $, soit encore près du double d'avant la pénurie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la crise du bois d'œuvre va se résorber, mais que le gros de la hausse des prix est là pour durer, au moins pour les 2 prochaines années, puisque la seule manière de régler le problème, c'est d'ouvrir des nouvelles scieries ou encore d'investir dans les installations existantes. Et que ça va prendre du temps. Pour les États-Unis, il y a bien sûr une option pour améliorer l'approvisionnement qui serait très facile à appliquer et qui aurait un impact presque immédiat. Ce serait de lever les tarifs douaniers sur le bois d'œuvre canadien. Depuis des années, le Canada et les États-Unis ont une dispute commerciale sur la question du bois d'œuvre et au moment où on se parle, le bois canadien est soumis à un tarif de 9 % aux frontières américaines. En retirant ce tarif ou même en le mettant sur pause, Washington pourrait augmenter les importations de bois canadien et régler une partie de son problème. De manière générale, les producteurs canadiens préfèrent vendre leur bois en vrac aux États-Unis plutôt que de le fournir à un détaillant, même s'il est au Canada. En fait, au Québec, c'est environ 50 % de tout le bois d'œuvre qui est exporté vers les États-Unis malgré les tarifs douaniers. Et ça, c'est même s'il en manque au Québec. Donc imaginez si ces tarifs étaient retirés. Ça aiderait certainement la cause américaine, mais en parallèle, ça viendrait exacerber la pénurie au Canada, dont l'industrie se trouverait à combler les besoins américains avant les besoins canadiens. À Washington, l'idée de mettre les tarifs sur pause est prise très au sérieux, mais au Canada, incroyablement, les tarifs frontaliers sont presque devenus une bonne chose puisqu'ils permettent de stopper l'hémorragie en limitant l'export vers les États-Unis. Pour plusieurs, les producteurs canadiens devraient d'abord répondre aux besoins des Canadiens. Récemment, l'Association québécoise des quincailleries et des matériaux de construction a fait une sortie pour demander au gouvernement d'intervenir. Selon l'association, il faut agir maintenant parce que sinon le résultat est prévisible. On va couper plus de forêts pour fournir aux besoins des Américains, tout en devenant nous-mêmes des importateurs nets.
Visiblement, c'est indésirable. Il faut aussi prendre le temps d'écouter le point de vue de l'industrie, parce qu'elle a aussi des bons arguments. En temps normal, l'industrie canadienne de la construction est insuffisante pour garder toutes les scieries ouvertes. Donc, pour maintenir les emplois, les scieries ont signé des contrats avec des clients américains qui sont devenus essentiels à leur survie à travers les années. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas simplement se retourner et briser toutes ces relations d'affaires avec les clients américains à cause d'un contexte canadien extraordinaire. Ils ont des engagements et ils refusent catégoriquement que le gouvernement arbitre leur carnet de commandes. Pour l'industrie, il ne faut pas sacrifier les clients américains pour répondre à la demande canadienne. Alors actuellement, c'est l'inverse qui se produit. Les grandes gagnantes de la situation actuelle, ce sont les scieries qui vendent le bois à gros prix, mais aussi les banques qui prêtent le crédit nécessaire pour alimenter la folie immobilière. Un jour, les taux d'intérêt vont revenir à la normale et beaucoup d'hypothèques vont augmenter en conséquence. Pour certains, ce à quoi on assiste actuellement, c'est au début d'un cycle d'inflation. Les signes se multiplient. Il y a trop d'argent dans le système. C'est pas juste le bois. En fait, le prix a explosé pour presque tous les matériaux et c'est aussi vrai pour le coût de la main-d'œuvre. Ça pourrait être passager, une simple collision entre la demande accumulée par des mois de dépenses réduites et un approvisionnement limité. Ça, c'est le scénario optimiste. L'autre possibilité, c'est que ce soit le début de quelque chose de beaucoup plus gros, qui aboutisse à une remise en question de la monnaie elle-même. En terminant, je me permets de vous poser la question. Pensez-vous que la crise du bois d'œuvre est une anomalie temporaire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ensuite, est-ce que le Canada devrait prendre des mesures pour protéger son approvisionnement ou est-ce qu'on devrait laisser le marché faire son œuvre? J'ai très hâte de lire vos commentaires là-dessus. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple. Ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.